Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également très heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain le 30 novembre et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons très nombreux. Voilà, merci beaucoup à tous d'être présents pour ce premier webinaire de cette année 2022. Il s'agit de Les ados aiment-ils lire? Nos intervenants sont Marine Douanel, Louis Barchon et Marine Muller. Ce webinaire durera 45 minutes. Vous pouvez poser des questions tout au long de la session via l'onglet Q&R au bas de votre écran. Je vous laisse en compagnie de nos intervenants. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour et bienvenue. Oups là. Alors, bienvenue dans ce webinaire proposé par Lecture Jeunesse. Pour celles et ceux qui sont connectés avec nous ce matin et qui ne connaissent peut-être pas Lecture Jeunesse, c'est donc une association basée en Île-de-France qui travaille sur tout le territoire à échelle nationale au développement de la lecture et de l'écriture des adolescents depuis un peu plus de 50 ans, me semble-t-il. Ce matin, on a souhaité problématiser ce temps d'échange autour de cette question un petit peu, qu'on a voulu un petit peu provocatrice. Les ados aiment-ils lire? On a choisi cette question parce qu'en fait, pour nous, elle en contient plusieurs. Elle contient évidemment la question des ados. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ados? Qui sont-ils? Les connaît-on vraiment? Cette question contient aussi celle de la lecture. Lire, qu'est-ce qu'on entend par lire exactement? Lire quoi? Lire quel type de production? Et enfin, elle contient cette question, la dimension du plaisir de lire, aimer lire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et n'y a-t-il pas aussi une forme d'injonction dans ce plaisir de lire? Alors, ce matin, on est 3 représentants de l'association pour échanger dans la demi-heure qui suit. Nous sommes les représentants des 3 pôles dont l'association s'est dotée pour mener ses activités. L'association s'est dotée d'un observatoire qui a pour vocation de produire des enquêtes et de documenter sur le plan de la recherche scientifique les pratiques culturelles des jeunes et des adolescents, en particulier les pratiques de lecture et d'écriture. C'est toi Louis, Louis Barchon qui est ce matin avec nous pour représenter ce pôle, et tu es également rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune qui restitue également en partie les résultats et les productions de cet observatoire. Nous sommes aussi avec toi, Marine. Donc Marine Douanel, ça ne vous a pas échappé, il y a 2 Marines autour de l'écran. Marine, toi, tu es coordinatrice des projets de terrain de l'association, puisque un des leviers d'action que nous mettons en œuvre, c'est bien sûr l'expérimentation de projets de terrain en partenariat avec les acteurs de l'éducation et les acteurs du monde du livre directement auprès des jeunes. Et donc, ces projets de terrain dont tu nous parleras plus avant aujourd'hui. Et enfin, moi-même, Marine Muller, je suis présente aujourd'hui pour représenter le pôle formation continue de l'association Lecture Jeunesse, puisque l'association Lecture Jeunesse prend aussi
le parti pris est bien de former les professionnels voilà, en se dotant d'un organisme de formation qui accompagne, qui outille les professionnels de la médiation du livre ainsi que tous les professionnels qui travaillent auprès des adolescents. Voilà pour le petit trombinoscope. Donc, Stéphanie du Salon du Livre Jeunesse nous a proposé de prendre en note les questions que vous allez vous poser peut-être durant cette demi-heure. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que cet échange de 30 minutes, il soit suivi d'un question-réponse de 10 minutes. Ça nous fera plaisir, évidemment, d'avoir ce temps d'échange. Et voilà, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Merci beaucoup, évidemment, à toute l'équipe du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil pour l'invitation et pour l'accueil. Alors, les ados aiment-ils lire? Peut-être qu'on peut commencer par te poser la question à toi, cher Louis. Alors, justement, pour commencer à s'interroger sur le rapport des ados à la lecture, nous, on aime bien travailler sur les représentations qu'il y a autour de cette lecture et donc questionner à la fois le rapport des jeunes au livre et par extension, plus généralement, aux pratiques de lecture et on le verra d'écriture. On sait bien que lire, ça désigne à la fois une compétence et un usage, puisque par exemple, quand on va dire qu'on ne sait pas lire, on ne parle pas de ne pas lire un roman, mais de ne pas pouvoir le faire, de ne pas avoir la capacité de le faire. Et donc voilà, ne pas savoir lire, c'est différent de ne pas lire ou même de ne pas aimer lire. Or, on voit bien que certains médiateurs ils peuvent s'inquiéter du fait que les jeunes ne lisent pas, et disant souvent par là qu'ils ne lisent pas ce qu'ils devraient lire, des romans de fiction ou d'autres types d'ouvrages. Et ce faisant, ils définissent non pas les bons usages, enfin ils définissent voilà, non seulement les bons usages de lecture, ce que serait lire finalement, et ce qui amène les jeunes à délégitimer leur propre usage et compétences. Si je prends un exemple voilà, que vous connaîtrez bien, les jeunes lisent beaucoup de mangas, par exemple, et donc ils vont avoir moins de difficultés que de nombreux adultes à lire de droite à gauche et à faire un rapport texte-image, qui sont voilà, deux choses qui sont des compétences, qui sont assez compliquées. D'ailleurs, de nombreux adultes ont du mal à lire les mangas, ce qui montre bien que ce sont des réelles compétences. Pour autant, étant donné que ce sont les adultes eux-mêmes qui définissent le rapport à la lecture, qui définissent même ce qu'ils entendent par lecture, ils vont être les garants de la légitimation des pratiques des jeunes et prescripteurs, en fait, de leurs pratiques. Et donc, du coup, quand on va demander aux jeunes, dans les enquêtes, s'ils lisent, s'ils aiment lire, etc., et ben, très souvent, ils vont déclarer ne pas lire. Parce qu'en fait, ils vont le déclarer dans l'acception qui est celle des adultes, et ils vont, d'une certaine manière, voilà, avoir un rapport à leur lecture qui sera dicté par ce qu'ils ont internalisé de la manière dont les adultes perçoivent leurs propres pratiques. Et donc, de fait, les jeunes, ils lisent au quotidien, même sans le savoir, que ce soit évidemment en ligne, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que de nombreux adultes ne lisent pas vraiment plus que les jeunes. De nombreux adultes vont dire qu'ils n'ont pas le temps de lire, de nombreux adultes vont dire qu'ils vont lire voilà, des articles en ligne, mais que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lu le roman. Sauf que cette chose qu'on accepte chez les adultes, d'une certaine manière, on ne l'accepterait pas chez des jeunes, parce qu'on attend des jeunes que voilà, ils lisent et qu'en plus ils aiment ça. Et donc, évidemment, c'est par l'usage que vient aussi la compétence. Donc voilà, évidemment, des jeunes qui liraient peu de romans, peut-être ils seraient moins familiers, auraient plus de difficultés, voire n'aimeraient pas ça. Mais ce qu'on voilà, voulait rappeler, c'est qu'il n'y a pas de sous-usage ou de sous-compétence de la lecture. Évidemment, pour renseigner tout ça, pour vulgariser tout ça, on s'appuie sur de la recherche, on s'appuie sur des retours de terrain, on s'appuie sur les tendances éditoriales, les nouveautés en littérature jeunesse et ailleurs. Et pour questionner voilà, les représentations, comme je le disais en introduction,
on a voilà, la revue qui voilà, permet d'aborder l'ensemble de ces terrains en abordant des sujets de société, des tendances éditoriales, comme je le disais, des pratiques de médiation, des pratiques culturelles qui évoluent chez les jeunes. Et par exemple, le dernier numéro qui est sorti en septembre, que vous voyez ici avec voilà, Mona Lisa, Les classiques font-ils kiffer, était une manière d'aborder un thème récurrent en fait en littérature, en médiation jeunesse, que ce soit à l'école ou en bibliothèque. Est-ce que les jeunes aiment les classiques? Pourquoi ils ne lisent pas? Comment leur faire aimer les classiques? Et nous, un élément qui nous semblait très important, c'était de dire déjà qu'est-ce qu'on désigne par classique, pourquoi le classique est une notion évolutive, pourquoi le classique, il est toujours réactualisé, tout simplement parce qu'en fait, il trouve un écho auprès du public jeune en particulier, qui n'est pas le même d'une génération à l'autre. Et donc, ça explique pourquoi certains classiques tombent en déshérence, tandis que d'autres sont réactualisés. C'est à la fois le fait des prescripteurs et des programmes, mais c'est aussi le fait de la réception du jeune public qui voilà, a un vécu et des préoccupations qui ne sont pas les mêmes entre voilà, le jeune dans les années 60 et le jeune aujourd'hui voilà, dans les années 2020. Alors oui, merci Louis. Effectivement, tu parles voilà, de ce rapport à la lecture qui est en fait plein de représentations et parfois plein d'impensés. C'est aussi une des dimensions que eh bien, on traite dans les formations qu'on conçoit en équipe à lecture jeunesse. On a, chaque année, on propose un catalogue qui est composé d'une trentaine de sujets voilà, qui sont traduits en fait en stage de 1 ou de 2 jours. Certains en présentiel, certains en distanciel. Et en fait, ce sujet finalement du rapport à la lecture et qui peut faire parfois l'objet aussi d'un décalage entre ses propres pratiques professionnelles, ses propres goûts personnels, ses propres... finalement, le cadre d'application professionnelle dans lequel on fait de la médiation, du livre, mais pas seulement, aussi toute autre production culturelle destinée à la jeunesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a à cœur de déplier dans ce panel de formation qu'on propose chaque année. Donc, je vous propose donc à la suite de ce webinaire de consulter bien sûr le catalogue qui est en ligne sur notre site. Mais c'est vrai que la formation professionnelle continue, c'est un réel levier et on le voit à l'intérieur des collectifs de travail qui se constituent en fait dans ces temps suspendus que sont les formations. On voit qu'il y a un réel changement de posture et des réactions vraiment, et puis un changement profond parfois qui a lieu sur « Ah mais oui, en fait, je mets au jour des représentations sur la lecture de presse, sur la lecture de la lecture numérique, voilà, lire sur les réseaux sociaux encore. Donc, c'est vraiment une acception voilà, de la lecture un petit peu sous tous ces aspects. Et il y a effectivement l'enjeu, un des enjeux, c'est à la fois de reconnaître effectivement la richesse de la lecture littéraire, tout en évidemment, je dirais, en la désacralisant, en tout cas en la mettant aussi, en la ramenant dans la vie quotidienne et dans la lecture, dans tout ce qu'elle a de plus essentiel à la vie aussi quotidienne des jeunes et puis de la nôtre. Je pense que je vais rebondir, Marine, notamment sur cette notion de désacralisation. On est convaincus, nous, chez Lecture Jeunesse, que pour questionner justement les représentations de la lecture, ça passe aussi par la désacralisation de l'objet du livre, concrètement.
Et nous avons justement conçu sur le terrain des projets pour répondre à cet objectif, pour déplacer les représentations qu'on se fait de la lecture et surtout du livre, et notamment via le dispositif NUMOOC qui vise à la création collective d'un livre numérique par les jeunes. NUMOOC va vraiment réinterroger ce qu'on va appeler le livre, ou en tout cas les représentations que les jeunes se font du livre. La création d'un livre numérique pose souvent question dans l'esprit des jeunes, puisque pour eux, ce n'est pas un livre. C'est un support qui est relativement méconnu. Très souvent, les jeunes imaginent vraiment un livre au format PDF sans aucune interactivité. Ils ne voient pas en tout cas l'intérêt d'aller créer cet objet qui, en plus, pour eux, n'est pas un livre. La diversité des formats est vraiment importante. Réinterroger ce qu'on appelle un livre et ce qu'on présente aussi comme étant un livre aux jeunes, c'est aussi ouvrir la porte au livre audio, au livre numérique. Et on est également convaincus, nous, chez Lecture Jeunesse, qu'il y a un certain pouvoir du partenariat pour désacraliser justement l'objet livre, mais plus largement la chaîne du livre et l'ensemble de ses acteurs. C'est pour cela que dans NUMOOC, nous privilégions l'association à chaque fois pour l'ensemble de nos projets avec une bibliothèque de proximité, mais également nous favorisons la rencontre avec un acteur de la chaîne du livre, très souvent un auteur ou un illustrateur, qui va permettre aux jeunes aussi de se poser des questions sur cette création, de tout simplement accueillir, rencontrer ces acteurs qui font souvent partie dans l'imaginaire collectif des jeunes, en tout cas de quelque chose qui n'est pas forcément accessible pour eux. Dans cette idée aussi de questionner les représentations de la lecture et du livre, on est assez convaincus, nous, chez Lecture Jeunesse, qu'il faut aussi sensibiliser les jeunes à la diversité de l'offre du livre, de la lecture, et notamment les faire sortir de la fiction. Dans NUMOOC, tout simplement, c'est quelque chose qui se retrouve assez vite finalement, puisque les jeunes, pour mener à bien leur projet, font le choix d'une thématique qui va devenir ce fil conducteur pour l'ensemble de leur projet et donc du livre numérique, ce qui va tout simplement donner des résultats, des livres en tout cas au genre et au format complètement hybride, et qui va aussi tout simplement favoriser cette sortie de la fiction. Et sur le terrain, c'est un besoin aussi que nous avons identifié et auquel nous répondons notamment via d'autres projets de terrain. Nous sommes à la base un laboratoire d'expérimentation sur le terrain. L'autre besoin identifié dont je souhaitais qu'on parle aussi aujourd'hui avec mes collègues, c'était cette envie de faire dialoguer les sciences avec la lecture et l'écriture. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'on y répond? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de la fiction en accent justement, pourquoi pas, vers les thématiques scientifiques, tout simplement en favorisant l'interdisciplinarité, en mettant en place des projets qui vont faire appel notamment à des encadrants de matières peut-être plutôt littéraires et puis d'autres de matières plutôt scientifiques. Pourquoi pas aussi monter des projets avec les enseignants de langue, d'histoire, d'EPS, il y a plein de possibilités, mais en tout cas déjà en collaborant entre nous en tant que médiateurs, on favorise aussi cette ouverture culturelle et notamment cette ouverture vers les sciences pour les jeunes, et puis en les faisant travailler aussi sur des thématiques qui sont en lien avec la culture technique, scientifique, technique et industrielle. Dans le cadre de notre laboratoire de projets, nous sommes en train d'expérimenter 3 nouveaux projets. Un premier notamment qui s'appelle Cortex et qui vise en tout cas à faire lire des ressources scientifiques aux jeunes pour ensuite les faire écrire les sciences. Donc ça peut prendre la forme de textes journalistiques, ça peut être l'occasion de rendre compte d'un sujet à la manière d'un chercheur et puis pourquoi pas aussi rendre compte oralement en créant un podcast. C'est aussi la possibilité pour les jeunes via un second projet qui s'appelle Utop de créer un univers commun en se documentant notamment sur l'innovation, pourquoi pas l'innovation justement scientifique, pour ensuite revenir vers de l'écriture qui va plutôt rentrer dans le cas de dystopie, d'utopie, pourquoi pas d'uchronie aussi, on sait que ce sont des genres qui intéressent énormément les jeunes. Et puis, un dernier projet que nous sommes en train d'expérimenter qui s'appelle Mon futur, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui lui vise à faire repenser ou penser les jeunes par rapport à leur métier de prédilection ou peut-être par rapport à un métier qu'ils ne connaissent pas, repenser en tout cas les évolutions possibles de ces métiers grâce à l'intelligence artificielle et à l'humain augmenté. Donc voilà, nous aussi, comment est-ce qu'on essaye, en tout cas sur le terrain, en touchant directement les jeunes,
de réfléchir aussi à des solutions pour ouvrir, pour aller plus loin que la fiction. Et c'est un besoin que nous avons d'ailleurs également repéré dans le cadre de nos formations marines. Oui, alors je repasse en mode discussion. Merci Marine. C'est vrai que ça c'est un bon exemple aussi de la manière qu'on a de travailler et des liens, de la synergie entre nos sujets, puisque ce besoin repéré finalement, cette préoccupation de la promotion finalement de l'esprit scientifique, mais aussi de l'éducation aux médias et à l'information, de l'éducation à l'esprit critique. C'est un besoin qu'on a repéré, enfin un besoin fort repéré sur le plan professionnel. On reçoit aussi en fait beaucoup de demandes dans ce sens de médiateurs du livre, du champ aussi de l'éducation, d'enseignants. Et donc, pour y répondre, dans le cadre de notre offre de formation continue, on s'est entouré de journalistes, d'enseignants-chercheurs et de professionnels experts pour justement concevoir des programmes de formation adaptés. Et donc voilà, ça a donné notamment deux stages qui sont programmés en 2023. L'un consacré à la promotion de l'esprit scientifique avec les ados, en contexte scolaire et non scolaire, et un autre stage, un autre exemple, consacré à l'éducation aux médias et à l'information, toujours pareil, en contexte scolaire et non scolaire. Donc, c'est des exemples, voilà, de la manière qu'on a de travailler aussi nos outils et les ressources qu'on propose à partir de l'expérience et des échanges qu'on a, des contacts qu'on a avec le terrain, notamment. Et donc, un élément qui permet ensuite d'avoir une vision d'ensemble de toutes ces choses voilà, un peu disparates qu'on a observées à la fois dans les projets terrain directement avec les jeunes, par la formation, les témoignages d'autres médiateurs et également nous, ce qu'on transmet, c'est évidemment la recherche, l'enquête qui voilà, cadre et donne des éléments d'analyse statistique, etc., pour renseigner sur les pratiques des jeunes, pour analyser ce qui a été voilà, observé de part et d'autre. Et pour ça, quoi de mieux qu'un observatoire voilà, de la lecture et de l'écriture des adolescents que nous accueillons à Lecture Jeunesse, et par lequel on réalise un certain nombre d'enquêtes, notamment une enquête qu'on a fait sur les ados et les youtubeurs de sciences, qui a été restituée en deux parties voilà, du fait de la pandémie, notamment l'année dernière. Qui a permis de voir voilà, comment les pratiques numériques des jeunes, en particulier le fait de visionner des youtubeurs de sciences, a pu éveiller des vocations, créer des intérêts, engendrer ensuite voilà, une évolution dans les pratiques de lecture, notamment non fictionnelles, donc en particulier documentaires scientifiques, etc. Et là-dessus, on voulait ouvrir, et donc ce sera l'objet d'une enquête qu'on va voilà, lancer incessamment sous peu et qui couvrira l'année 2023 sur voilà, l'effet Scully. Donc Scully, voilà, cette chère Scully de X-Files, pour parler de la place des filles en fait, dans les sciences, puisqu'on sait que voilà, il y a un réel enjeu là-dessus, notamment voilà, du rapport genré au parcours scolaire, à l'intérêt pour les sciences qui seraient présentées comme étant plus masculins, etc., ce qui crée d'importants effets d'autocensure dans les vocations et les choix d'orientation des filles. Or, il nous semblait important voilà, de renseigner sur la réalité du terrain, sur les leviers qu'on peut avoir en tant que médiateur là-dessus et sur voilà, l'ensemble des enjeux qui se posent à ce niveau-là et comment on peut faire bouger les choses. Est-ce que d'ailleurs, dès aujourd'hui, il n'y a pas un effet Scully justement lié à des vidéastes, des médiatrices, des personnalités féminines qui, ou même voilà, l'identification dans les littératures ou la mise en avant de figures féminines de scientifiques pour voilà, créer un intérêt de ce côté-là de la part des filles. Et donc voilà, ça nous amène sur la question des acteurs, comme des jeunes comme acteurs. Et donc là, je redirige vers Marine Douanel. Merci Louis. Alors en effet, pour répondre justement à cette question des ados, est-ce qu'ils aiment concrètement lire? Nous, on souhaitait aussi vous sensibiliser ou en tout cas attirer votre attention sur la nécessité de les rendre acteurs.
On parlait tout à l'heure aussi du besoin, en tout cas, du besoin concret de légitimer leur pratique. Mais légitimer leur pratique, ça passe aussi par le fait de les rendre acteurs, et on en est convaincu dans le cadre de l'ensemble des activités de notre association, pardon, notamment bien sûr dans nos projets de terrain. Cette notion aussi de cercle vertueux entre le fait de lire pour écrire et d'écrire pour lire, ça fait vraiment partie en tout cas des objectifs de Lecture Jeunesse, notamment lire pour écrire, c'est aussi permettre aux jeunes de s'inspirer en consultant un certain nombre d'ouvrages en lien avec la littérature ado certes, mais aussi de genre et de formats tout à fait variés, et c'est par cette phase-là que passent les jeunes pour la création de leurs livres numériques dans le cadre du dispositif NUMOOC. Mais c'est aussi l'occasion d'écrire un livre pour se mettre dans la peau d'un auteur, également d'un illustrateur, puisque les jeunes conçoivent l'entièreté de leur livre numérique, c'est-à-dire qu'ils écrivent ce livre, ils l'enrichissent aussi d'un point de vue graphique et sonore, et puis surtout, pour mener à bien cette mission de création collective, ils doivent se mettre à la place du lecteur. Et se mettre à la place du lecteur, ça veut dire aussi se sensibiliser tout simplement aux besoins du lecteur, à ce qui va faire que le lecteur accroche ou non à la lecture d'un livre. L'interactivité dans le livre numérique peut être une solution, par exemple en créant des livres avec des fins à choix multiples pour vraiment impliquer le lecteur dans sa lecture, dans cette découverte de l'univers numérique du livre. Et puis, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de revenir sur leur travail, puisqu'il y a toute une phase de relecture, de retravail du livre numérique. Donc, on est assez convaincus par ce cercle vertueux, et même au-delà de ça, on est aussi convaincus que pour rendre les jeunes acteurs, ça passe aussi par la médiation à destination de leurs encadrants. Et justement, Marine, comment concrètement est-ce qu'on peut faire pour outiller les médiateurs ? Bah, ça, c'est vraiment c'est un travail au long cours, c'est-à-dire que la formation professionnelle continue est un levier justement de cette mission d'outillage, si je puis employer ce mot, puisque voilà, c'est bien ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que en proposant des formations ciblées qui viennent vraiment à la fois traiter de sujets vraiment de connaissances des tendances éditoriales, et donc vraiment axées sur des thématiques très bibliographiques, on tend de plus en plus finalement à proposer des formations qui visent à transformer, ce n'est pas à peu dire, transformer réellement ces pratiques de médiation. Donc, ce qu'on propose aux médiateurs, médiatrices qui viennent se former dans notre école de formation, c'est de venir avec un projet, avec une problématique, et on se suit ensuite sur le temps long, c'est-à-dire qu'on crée un collectif de travail qui se retrouve à 3 mois après la formation, et voilà, donc on a cet objectif d'outillage en particulier en matière de médiation, et dans ces formations qui sont, je le disais, en partie consacrées à la connaissance des productions culturelles elles-mêmes destinées aux ados, mais en majorité et en priorité orientées vers les compétences d'animation finalement, hein, donc, et les compétences de relation avec les ados. Donc, il y a toute une dimension de transformation de sa posture et de son rapport aussi à ce public voilà, que sont les ados et les jeunes adultes. Et donc pour un peu conclure voilà, toutes ces présentations sur le fait de rendre les jeunes acteurs, il y a également des enjeux sur les pratiques de médiation, les usages qu'on met en avant, qu'on valorise pour aller vers la lecture. Donc évidemment, il y a la lecture en elle-même, il y a l'écriture, on l'a vu, notamment le fait qu'écrire, c'est aussi permettre aux jeunes d'écrire ce qu'ils aimeraient lire ou ce qu'eux aiment personnellement, le faire voir représenté en fait dans un livre, mais c'est également l'oralité. Et c'est à ce titre qu'on va réaliser un colloque le mardi 24 janvier 2023, auquel vous êtes invité à vous inscrire sur notre site. Et le but, c'est d'outiller sur un volet réflexif qui vise à mettre en perspective vos pratiques avec les dernières avancées de la recherche. Donc, il y aura évidemment des chercheurs, d'autres médiateurs, des personnes qui viennent voilà, du monde du livre, de l'édition, etc.
Et le but, c'est de donner différents éléments pour appréhender cette question de l'oralité. Qu'est-ce qu'on désigne par là? Qu'est-ce que ça recouvre? Et on aura également, voilà, ça ce sera avant les vacances, juste après le SLPJ d'ailleurs, un panier du médiateur sur le Pass Culture, le jeudi 8 décembre de 14h à 16h. Là aussi, vous pouvez vous inscrire sur le site jusqu'au mercredi 7 décembre, 18h. Les 2 événements sont gratuits. Et là, pourquoi le Pass Culture, on le rattache aussi à la question de rendre les jeunes acteurs, c'est que le pass culture est souvent réduit à la question de se dire, bon, bah voilà, c'est un outil pour la consommation des jeunes, pour l'achat voilà, de produits culturels. Or, un des intérêts du pass culture qui est mis en avant, c'est l'obligation de se rendre dans les lieux, que ce soit la librairie, la bibliothèque, etc., de ne pas le résumer aussi à un achat, puisqu'en fait, un certain nombre d'événements, notamment en bibliothèque, peuvent être mis sur le pass culture. Or, ces événements sont gratuits le plus souvent, donc il y a tout un intérêt à montrer que en fait, l'usage des lieux est également une pratique dans laquelle les jeunes peuvent se sentir impliqués, concernés, et qui peut ensuite amener voilà, des pratiques vertueuses de la part des médiateurs qui, voyant ce public arriver, peuvent imaginer voilà, des dispositifs participatifs, etc. Et donc, je vois que voilà, nous avons tenu le temps, il est 9h30, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet Q&R, sinon voilà, on remplira le, le vide, évidemment. Alors oui, voilà, on avait pour objectif, en tout cas souhait, de partager cet échange avec vous, non seulement pour voilà, évidemment vous présenter un petit peu nos problématiques et nos ressources, c'est-à-dire que les mettre en partage, les mettre en commun, c'est le sens du travail que fait Lecture Jeunesse aussi. Donc c'est pour ça qu'on a conservé aussi ce temps en fin de webinaire pour un échange, enfin en tout cas une lecture et un échange avec vos questions et vos réponses. Donc, évidemment, n'hésitez pas, même si ce n'est pas trop rédigé, à poser vos questions ou à réagir tout simplement dans le chat. Marie, je me permets d'intervenir juste pour rappeler aux participants qu'ils peuvent évidemment poser des questions. Et n'oubliez pas de nous préciser où est-ce qu'on peut retrouver Lecture Jeunesse en ligne, sur Internet, Instagram, que sais-je encore. Alors, merci pour ce petit rappel. J'allais terminer là-dessus, mais effectivement, il n'est jamais trop tôt pour vous donner rendez-vous sur notre site Internet, puisque c'est le premier portail à la fois de contact avec nous, mais aussi de consultation de nos ressources. On vous parlait de la revue, des enquêtes de l'Observatoire, du catalogue de formation, des projets de terrain. Tout cela est documenté, accessible, navigable sur notre site Internet. Donc voilà, vraiment, je vous encourage à y faire un tour et vous y retrouverez également nos contacts à tous les trois, puisque outre le plaisir d'être avec vous ce matin, nous aurons le plus grand intérêt à prolonger cet échange avec vous de vive voix ou par mail. Voilà. Et donc, je vois la question qui a été posée par Isabelle Arboni-Valder, donc je vais en profiter pour y répondre, puisque en l'occurrence, ça concerne bien ce qu'on fait au niveau de la revue. Donc, je lis la question à voix haute. Pouvez-vous nous donner des tendances de lecture actuelles des jeunes, lecture en ligne, sur quel support? Vas-y, Louis. Oui. Vas-y, Louis. Oui. Alors du coup, pour répondre à cette question, bah déjà comme on vous disait, on a à la fois les éléments qui sont travaillés au niveau des dossiers de la revue dont je vous ai parlé avec ces thématiques. On a évidemment ce qu'on observe dans les projets de terrain, à la formation. C'est l'un des intérêts de l'association, c'est qu'on a ces différents pôles qui peuvent se nourrir dans le fait d'être renseignés sur les jeunes. Il y a aussi des chroniques numériques et des chroniques tout court qui sont dans la revue, qui sont rédigés par des médiateurs, voilà, des professionnels du livre en lien avec les jeunes, qui nous permettent d'avoir voilà, un suivi des tendances éditoriales assez clair, en plus de nos liens évidemment avec les éditeurs. Alors, sur les tendances des lectures actuelles des jeunes, on a dans les lectures en ligne voilà, le phénomène du webtoon, par exemple. Donc voilà, beaucoup de jeunes lisent des webtoons qui ont l'avantage d'être gratuits. Ça, c'est un élément très important dans les rapports à lecture des jeunes, c'est qu'en fait, les jeunes adolescents en particulier, ce qui est la différence un peu avec les jeunes adultes
surtout à partir de l'université, qui peuvent commencer à avoir plus voilà, de l'argent de poche, travailler en plusieurs études, etc. Les jeunes au collège ou au lycée sont souvent tributaires du budget de leurs parents, ce qui fait que pour avoir une pratique qui leur est propre, voire avoir une pratique qui ne soit pas contrôlée par leurs parents, ils passent par le gratuit. Donc ça va être le webtoon, ça va être les vidéos en ligne, ça va être les réseaux sociaux, ça va être assez peu la bibliothèque, parce qu'à la différence des enfants et des préadolescents, notamment primaires, au niveau du collège et du lycée, il y a une définition des pratiques qui se fait beaucoup plus en groupe, de manière sociale, et donc la pratique qui pouvait être plus individuelle au niveau voilà, en fait, de l'école primaire, puis pour le travail scolaire à partir du baccalauréat, puis la licence, etc., un travail qui est plus individualisé, c'est quelque chose qu'on va perdre, entre guillemets. Sur les supports, bah, évidemment, il y a le manga qui a dépassé le roman en termes de lecture. Il y a une très nette aussi évolution de la bande dessinée voilà, franco-belge, comme on disait, auprès du public féminin, puisqu'en fait, c'était un genre qui était globalement trusté, on va dire, par un public masculin. Donc là, on a un rééquilibrage au niveau du genre sur ce type de lecture. On a le genre de la fantasy aussi qui dépasse maintenant le genre réaliste, et plus globalement les littératures de l'imaginaire qui fonctionnent voilà, très très bien depuis une vingtaine d'années, même si la science-fiction est plutôt marquée par un vieillissement du public, ce qui s'explique d'une part par bah voilà, la légitimation de ce genre qui s'est accompagnée d'avant-garde littéraires qui ont pu créer voilà, des genres qui sont très difficiles à appréhender, très durs à lire, parfois pour les jeunes, et qui auparavant étaient lus par des jeunes simplement parce qu'il n'y avait pas de littérature jeunesse à proprement parler pour les adolescents, donc les gens lisaient de la science-fiction très souvent. Et également, bah, on a l'horreur, voilà, qui est un genre qui qui fonctionne de mieux en mieux chez les jeunes et qui en général effraie plutôt les parents, les adultes, et notamment les médiateurs qui peuvent avoir des difficultés à proposer ça justement par peur de la réaction des parents. Et puis voilà, la romance, etc. Mais bon, voilà, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont entre guillemets dans la continuité de ce qu'on pouvait observer depuis une vingtaine d'années. Merci Louis. Bah, ça nous donne pas mal d'éléments de réponse. Alors, il nous reste encore 10 minutes. Alors, n'hésitez pas, voilà, s'il y a une autre question spontanée qui se pose voilà, parmi la cinquantaine de connectés que nous sommes, n'hésitez pas à la poser. Moi, ça me donne envie d'en savoir un petit peu plus, enfin de te poser en tout cas la question, Louis, sur justement comment tu conçois la revue. C'est-à-dire que cette dimension d'observation des tendances éditoriales, c'est une partie du travail que tu fais et que tu animes avec un comité de lecture, plusieurs comités de lecture d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que dans la revue, il y a d'autres dimensions et d'autres contenus. Donc peut-être tu peux nous dire un mot rapidement, puisqu'on a encore un peu de temps. Alors sur la question voilà, de la création, l'imagination et puis la production en fait de nos thématiques dans les dossiers, on a en plus des chroniques dont je vous parlais, voilà, des thèmes qui sortent chaque année, 4 par an en revue et 4 en hors série. Sur cet enjeu-là, on travaille aussi avec un comité de rédaction qui est composé d'éditeurs, de chercheurs et chercheuses évidemment, voilà, d'un ensemble de professionnels, y compris dans le milieu associatif, comme la NLCI, qui nous permettent de nous renseigner et de nous cibler des sujets qui semblent importants. Nous, évidemment, on a des éléments qu'on veut mettre en avant, des choses sur lesquelles on veut travailler. Par exemple, en mars 2023, notre numéro portera sur les littératures de l'imaginaire, puisqu'en fait, c'est un sujet qu'on avait abordé il y a une dizaine d'années. Mais voilà, en une dizaine d'années, je ne vous cache pas qu'il s'est passé énormément de choses, notamment en littérature jeunesse, avec l'arrivée du young adulte, avec, voilà, on parlait de dystopie, utopie, etc., l'anticipation. Sur ce volet également, pour vous préciser, le dossier, comment on le travaille, on a d'abord une première partie qui s'appelle Penser, où on demande à des chercheurs et des chercheuses de cadrer, on va dire, le sujet, de définir par exemple la problématique de voilà, qu'est-ce qu'un classique, le numéro qui sort en décembre, ce sera sur l'histoire, raconter l'histoire, donc qu'est-ce que l'histoire.
On a ensuite une partie Agir, où c'est voilà, un retour des témoignages de terrain avec des médiateurs et des médiatrices. Et enfin, la partie Lire, qui, elle, porte plus précisément sur la littérature jeunesse, et plus généralement est tendance éditoriale, avec des auteurs, des autrices, éditeurs et éditrices. Et donc, je vois qu'il y a une question. Donc là, c'est plutôt pour Marine Douanel, je pense. Recherchez-vous des classes pour réaliser vos sondages? Je serais intéressée pour faire participer mes élèves. Merci Louis. Alors, n'hésitez pas, Marie-Claude, peut-être à nous préciser ce que vous appelez sondage, parce qu'on a en effet les enquêtes de l'Observatoire et puis on a nos projets de terrain. Je pense que vous êtes enseignante, donc c'est aussi ce qui me fait penser que c'est par rapport au projet de terrain. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si je suis à côté. Mais par rapport au projet de terrain, donc nous avons des campagnes en fait d'inscription qui commencent en tout cas là pour le dispositif NUMOOC, le dispositif étant un dispositif annuel sur l'année scolaire. La prochaine édition du dispositif commencera en septembre prochain et la campagne d'inscription débutera au mois d'avril 2023. Par contre, en ce qui concerne justement nos autres expérimentations sur le terrain, on est vraiment dans la co-construction de ces expérimentations avec les équipes pédagogiques. Donc, on demande aussi un retour de la part de ces équipes sur la méthodologie de projet qu'on met en place. Donc là, ce sont des expérimentations qui ont un format, dans le temps en tout cas, plus restreint. On est généralement sur 2-3 mois. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ces projets n'importe quand dans l'année scolaire, d'être dans un cadre plus souple. Et là, en l'occurrence, si vous êtes intéressé par l'un des 3 que Marine a partagé tout à l'heure à l'écran, vous pouvez tout à fait nous écrire pour qu'on en parle ensemble, notamment si d'autres personnes parmi vous aujourd'hui sont intéressés aussi par ces expérimentations sur le terrain. Il faut savoir que l'ensemble de nos projets sont mis en place dans des établissements scolaires ou non, périscolaires également, des associations aussi qui travaillent sur la réinsertion professionnelle des jeunes. Et nous travaillons essentiellement à partir du collège, donc on va dire à partir de 10 ans pour les jeunes. Et on travaille vraiment avec la tranche adolescente. Ça fait partie en tout cas du cœur de cible de l'ensemble des activités d'LJ. Marine, je me permets de vous interrompre puisqu'il reste exactement 4 minutes avant la fin de la séance et que je crois qu'on n'a pas entendu le jingle que j'ai lancé. Alors, je fais ça de vive voix. Tout à fait, merci. En tout cas, n'hésitez pas à peut-être aller sur le site aussi de l'association où vous avez accès, comme le dit Marine, à l'ensemble de nos actualités, à l'ensemble de nos publications. Nous avons aussi les e-books LJ+, qui sont en fait des comptes rendus de certaines de nos enquêtes qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, c'est aussi un autre moyen d'outiller les médiateurs qui peuvent notamment vous intéresser. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller faire un tour sur notre site, vous retrouvez l'intégralité des rendez-vous que nous proposons. Et j'en profite moi aussi pour rebondir tout à l'heure. Louis parlait aussi de l'appétence des jeunes pour la fantaisie. Dans le cadre du dispositif NUMOOC et plus largement dans le cadre de l'association Lecture Jeunesse, nous organisons une rencontre avec Christelle Dabos, que vous connaissez sans doute, une rencontre en ligne au mois de janvier. Donc, vous retrouverez voilà, l'ensemble de ces informations-là sur le site. Rencontre qui est librement accessible. Voilà. Merci Louis. Important à préciser. Bon, bah, du coup, voilà, il nous reste 3 minutes, il me semble, peut-être un petit peu moins. Donc, je vais conclure. Mais avant de conclure, puisqu'il nous reste un peu de temps, je vais en profiter pour, voilà, on a parlé du site, etc. Nous, évidemment, l'ensemble de ce travail, on le fait, voilà, évidemment pour réaliser nos projets, mais aussi parce qu'on a vraiment à cœur voilà, de développer lecture, écriture, oralité chez les adolescents. On voit un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent dans leur pratique scolaire ou ailleurs. Et il nous semble important à la fois s'adresser à eux directement, mais également par vous, les médiateurs et médiatrices, les professionnels du livre qui travaillaient pour ce public-là, de mieux se renseigner, de mettre à jour un certain nombre de choses qui sont parfois difficiles à percevoir. Même nous, voilà, évidemment, on repose sur les données, les dernières données de la recherche, on s'appuie beaucoup sur les enquêtes qui sont réalisées aussi par les ministères, par des associations, l'INJEP en particulier. Et tout ça, ça nous permet d'avoir une vision qui nous semble plus fidèle, plus correcte sur les adolescents.
Par exemple, on a beaucoup parlé de la désacralisation du livre, donc le but, c'est pas de se dire le livre c'est mal et qu'on est contre les livres et qu'on trouve que c'est pas bien et que c'est par principe. C'est qu'en fait, on voit que sacraliser un livre, d'une certaine manière, ça crée un effet d'autocensure, un effet de mise à distance des jeunes. Et en mettant à distance les jeunes d'un certain nombre d'objets culturels, finalement, on les met à distance de ces pratiques, du fait de pouvoir les aimer, du fait de pouvoir se sentir complice et proche de ces livres-là, et donc le fait de les rendre créateurs, de leur donner cette possibilité-là, de leur faire dire que c'est pas réservé à ce qu'ils voient en classe, mais qu'eux-mêmes peuvent aussi en faire partie, et que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on mettait en avant dans le numéro sur les classiques. Quelqu'un comme Balzac a énormément échoué dans sa vie, il était, quand il était jeune, il était présenté un peu comme un jeune loser, c'est ce que dit en tout cas Titou Lecoq dans son livre, et tout ça, ça nous semble important de le dire, puisqu'en fait, les jeunes aussi peuvent se représenter, s'identifier à ça, et on sait que l'identification est quelque chose de très important en littérature jeunesse, et c'est pas pour rien, c'est que voilà, quand on est dans une phase de construction de soi, etc., c'est important de trouver des modèles, des figures, des choses qui nous parlent. Donc ça vaut autant pour la diversité, pour la représentation voilà, de personnes en situation de handicap, que pour voilà, des situations de différence de genre, que pour voilà, tout simplement les dispositifs de médiation qu'on met en œuvre et la manière dont on implique les jeunes sans en faire juste des acteurs passifs, chose qu'ils acceptent de moins en moins par le fait qu'on les mobilise de plus en Ce plus sera dans leur donc cercle le familial. mot de la fin. Je suis désolée. Voilà, je ce vais sera le mot de la fin. Peut-être rappeler que nous Rendez-vous sur sommes, notre site voilà, et même au pour toute stand, l'actualité nous de avons un l'asso. stand également sur Voilà, le si vous pouvez nous SLPJ. rappeler le stand Voilà. sur lequel vous serez présent. On sera Vous en pouvez nous- H22. Merci En Marine. H22. Nous serons en 22. H22 sur le stand du ministère de la Culture, et donc sinon, rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité de l'asso, formation, publication, nouvelles des projets. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Merci Marine beaucoup à et vous. Marine. On vous Merci retrouve à donc toutes la et tous. semaine prochaine, du 30 novembre au 5 décembre. Voilà pour ce nouveau salon. Merci beaucoup à tous. À très Merci. bientôt pour un À nouveau bientôt. Au webinaire. revoir. Merci Au revoir. beaucoup.